Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le mardi 17 retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, depuis la dernière vidéo, donc il y a 3 jours, ça a été assez calme sur les marchés, mais étonnamment, ça a été le gros bordel là, au niveau des tensions géopolitiques, au niveau des guerres qu'il y a, qui se sont lancées. Alors je sais pas si on peut parler vraiment de guerre, parce que je sais pas à quel moment en fait les pays rentrent en guerre, ou ils sont juste en conflit, ou ils passent en guerre. Mais bref, c'est des conflits, c'est des tensions géopolitiques, c'est le bordel. Mais malgré ça, on a des marchés qui résistent plutôt bien, vous allez voir, que ce soit les marchés traditionnels, que ce soit l'indice de la peur sur les marchés, ou même les cryptos, et ben elles gardent leur cap assez stable. On n'a pas vraiment de correction forte, à part quand on a eu voilà, l'Iran qui se faisait attaquer. On a eu une belle bougie rouge, mais ça a duré juste une petite journée. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Il n'y avait rien de dramatique, surtout quand on commençait à dézoomer en weekly. Et là, en fait, on a eu un renforcement de ces conflits-là qui s'est quand même pas mal accentué. Et pour l'instant, ça ne se reflète pas sur les marchés. Alors, je ne sais pas s'il faut s'inquiéter ou pas, parce que peut-être qu'on va tous se reprendre, on va tous prendre juste avec un temps de latence. Ou alors, c'est que les marchés estiment que les tensions géopolitiques qu'on a actuellement sont pas assez en fait inquiétantes pour faire plonger le marché. Ce qui est quand même assez étonnant, parce que la plupart du temps, dès qu'on a ce genre de news, souvent à court terme, ça corrige quoi, et ça suit un peu l'incertitude qu'on a par rapport à ces conflits-là. Et au final, en fait, on a l'impression que les marchés sont plus réceptifs aux chamailleries que peut avoir Trump que aux conflits que tu peux avoir sur deux gros pays, quoi. Donc c'est assez lunaire. Enfin bref, on va analyser tout ça. Je vais vous montrer sur BTC. Vous allez voir que au-dessus de nous, vers la TH, vers les 111 000 $, on a un cluster de liquidation. Je crois, j'ai jamais vu autant. On va aller voir ça ensemble, mais on a plus d'1 milliard, mais même 1 milliard, 2 milliards qui nous attendent. C'est énorme. Donc on a un énorme short squeeze à aller chercher. Hier, en plus de ça, on avait les fundings en négatif, les gars. Donc c'est-à-dire qu'on avait plus de short que de long, donc c'était assez lunaire. Donc on pouvait aller short squeeze hier, même durant la journée là, durant cette semaine. Ça n'a pas été encore fait pour l'instant. On est revenu un peu sur les 105 000, 106 000. Mais bon, je garde ce short squeeze de côté. Je pense que ça peut très vite se faire. Donc ça, il faut vraiment le surveiller. Sinon, l'autre chose qui a surveillé au niveau des cryptos, c'est bien sûr ETH, on en avait pas mal parlé ensemble, mais ETH, il faut qu'il garde son niveau en dessous là, des 2008-2006, le petit range qu'il a plutôt entre les 2004 et 2008. Tant qu'il garde ça, même si bon, on n'est pas dans le break des 2008 comme on avait fait il y a quelques semaines, et on ne fait pas plus bas, et ça c'est le plus important pour ETH. Donc quoi, un peu pour le topo, on commence avant de vous passer un peu les news qui rendent anxieuses et qui font peur. Un peu de bonne humeur pour commencer la vidéo, ça fait pas mal. Ce week-end, les gars, dimanche, j'ai couru mon record sur 10 km, je suis content. Rappelez-moi la dernière fois, je vous avais partagé mon marathon où j'avais fait aussi mon record. Après, c'était mon premier marathon. Mais là, sur 10 km, j'en fais souvent. Et là, du coup, j'ai fait mon record parce que vu que c'était en course, j'ai pas mal d'adrénaline avec la course. On était 700 participants et je suis arrivé 38e. Donc, ça, j'ai fait plutôt un bon classement. J'ai fait 39 minutes 11 secondes. Ça fait à peu près du 15,3 km de moyenne. Donc, ça fait 3,56 en minutes par kilomètre en allure. Ça, je suis plutôt content de ce chrono. Après, derrière le truc, c'est que je pense que je peux l'améliorer parce que là, j'ai dormi 2h30 la nuit dernière. En fait, je me suis levé à 5h du matin. J'ai dormi que 2h30. Donc, j'ai 2h30 de sommeil. Je suis 6 kilos de plus que le marathon et je m'étais pas trop entraîné. Du coup, au final, je pense que c'est un chrono que je peux battre. Mais bon, ça fait toujours plaisir à finir une course comme ça. Et si vous avez des petits chronos sur 10 km, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, au moins pour un petit peu comparer, ça peut être cool. Allez, maintenant qu'on a passé un peu sur les trucs légers, on part sur le plus dur. Alors, ça a été le gros bordel ce week-end. Alors, rappelez-vous, on s'était laissé sur le fait que Israël attaquait l'Iran. Alors, c'était par rapport au fait que l'Iran détienne, en fait, alors je ne sais pas s'ils détiennent complètement l'arme nucléaire, mais en gros, ils avaient signé des accords avec les États-Unis comme quoi ils ne devaient pas dépasser un certain pourcentage de obtention, alors je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais d'acquisition de nucléaire, en fait, pour utiliser le nucléaire en termes d'énergie, mais pas en termes d'armes nucléaires. Et en gros, ils ont dépassé ce seuil-là, ce qui a fait que, au final, l'Iran font genre qu'ils sont rien, alors qu'en fait, ils veulent clairement avoir l'arme nucléaire. Mais du coup, les États-Unis, par rapport au deal qu'ils ont signé, ça le fait pas, et les États-Unis sont pas OK avec ça. Après, le sujet de est-ce que c'est bien que l'Iran ait l'arme nucléaire ou pas, pour ça, c'est un tout autre sujet. Je suis pas assez compétent là-dedans pour donner mon avis. Mais du coup, derrière, Tel Aviv, enfin Israël, ils en profitent. Eux, ils avaient déjà pas mal bombardé la Palestine par rapport au problème qu'ils ont depuis pas mal de temps avec la Palestine. Et là, du coup, ils ont bombardé l'Iran, surtout la capitale Téhéran, pour faire un maximum de dégâts. Et derrière, donc ça, on s'était laissé là-dessus vendredi. Et ce week-end, du coup, ce qui a été assez ouf, c'est que l'Iran, alors c'est complètement lunaire, mais juste regardez le compte de l'Iran, c'est le compte principal, c'est n'importe quoi en fait. Les guerres aujourd'hui, c'est full réseaux sociaux, quoi. C'est vraiment ça. Et ouais, le gouvernement iranien, du coup, a un compte qui s'appelle Daily Iran Militaire, et ils ont fait des tweets, les gars, c'est lunaire. Genre vraiment, t'as l'impression que c'est un jeu vidéo, quoi. C'est même plus la vraie vie, mais en gros, voilà, ils s'envoient des pics via les réseaux en mode on va vous bombarder, et en fait, t'as l'impression de voir vraiment deux enfants qui jouent à une bataille navale et qui s'envoient comme ça des missiles.
Alors que derrière, ça fait des dizaines même des centaines de morts, souvent des innocents en plus. Mais bref, du coup, ils ont riposte et je crois qu'Israël s'y attendait pas trop parce que, en fait, je pense que la plupart des pays dans le monde ne s'attendaient pas que l'Iran puisse autant contre-attaquer. Et en fait, l'Iran, ils ont envoyé une contre-attaque à Israël qui est quand même assez élevée, alors que ça fait moins, je crois, de dégâts, mais ça fait beaucoup de dégâts au niveau de l'image, en fait, au niveau des réseaux sociaux. Ça fait beaucoup parler, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné, il y a eu beaucoup de bruit, en fait, par rapport à ça. Alors que, par exemple, les bombardements sur la Palestine, ils étaient beaucoup plus forts en termes d'impact concret sur place, en termes de morts, en termes de dégâts, mais c'était peut-être moins filmé, c'était peut-être moins mis en avant sur les réseaux, du coup, ça a moins fait parler. Alors que là, ça a énormément fait parler. Du coup, voilà, on s'est retrouvé avec des bombardements dans tous les sens durant ce week-end. Forcément, bah, comme dans chaque guerre, ça surenchérit. Donc ça veut dire que bah, tu as Israël qui se prend le bombardement et qui ont dit bah voilà, ils ont fait une grave erreur, l'Iran, et du coup ils vont attaquer encore beaucoup plus fort. Donc voilà, on attend de voir ce que ça donne, en espérant que ça puisse se calmer, mais c'est pas vraiment bien parti pour. Derrière, l'autre chose qui est arrivée, du coup, c'est Donald Trump qui a dit que tout le monde devrait évacuer Téhéran immédiatement. Donc Téhéran qui est du coup la capitale de l'Iran. Et ça fait flipper, parce qu'en fait, voilà, tu as le président américain qui dit aux civils d'évacuer Téhéran, c'est que derrière, bon, c'est pas forcément pour faire joli, et s'il dit ça, c'est que bah, c'est soit l'Israël, soit les États-Unis qui vont derrière réattaquer, renvoyer en fait des missiles ou je ne sais pas quoi, enfin refaire une contre-attaque sur Téhéran et l'Iran, quoi. Et le problème avec tout ça, même en mettant de côté les marchés, c'est que bah, tu sais jamais en fait comment ça peut partir, quoi. Ça peut très très vite partir, comme dans n'importe quel conflit à plus petite échelle. Tu prends deux personnes qui s'engueulent, mais en fait à tout moment ça peut partir n'importe comment, et puis il y en a il met un coup de poing, et puis après bam ça part, il y en a ils sont un couteau ou quoi, et puis ça peut partir très vite. Et en fait une simple bagarre, bah, tu peux avoir quelqu'un qui se fait tuer. Là c'est la même chose. Sur une simple conflit comme ça, qui de base s'envoie quelques missiles qui font des dégâts, mais pas non plus des ravages complets, et ben en fait ça peut partir en steak très rapidement et avoir des armes beaucoup plus lourdes qui sont utilisées, comme l'arme nucléaire, et là ça peut poser un vrai problème. Après, ce qui est fou dans tout ça, quand on fait la liaison avec les marchés, c'est que les marchés n'ont pas branché. Genre ça, c'est quand même assez ouf à voir. Ouais, c'est limite, comme je dis dans mon tweet, c'est limite la troisième guerre mondiale qui débute et les marchés sont tous en ATH, quoi. On a les S&P qui est dans le vert, qui est quasi en ATH, le Nasdaq pareil, quasi en ATH, le BTC qui était, alors hier il est encore mieux, mais je crois que par rapport au fait que Trump a dit qu'ils voulaient, enfin ils n'ont pas attaqué Téhéran, mais le fait qu'ils disent que Téhéran devrait se mettre à l'abri, et bah du coup ça fait bam, ça refrit la bougie verte à la baisse. Mais ouais, on reste quand même sur des niveaux qui sont très hauts. Et le pire dans tout ça, c'est le VIX. Alors le VIX, vous voyez, il est juste là. C'est l'indice de la peur. Alors, c'est surtout l'indice de la volatilité. Donc en fait, il mesure la volatilité, mais indirectement, il mesure aussi la peur qu'on a sur les marchés. Et qu'en fait, on a un VIX qui monte très fort, comme on avait par exemple avec la baisse là qu'on a eu avec les tarifs douaniers en avril. Mars-avril, là, bah oui, c'est très, très, très fortement monté parce qu'on avait une peur qui était assez énorme. Et là, pour l'instant, lui, il est au plus bas, oui, il est à 19, il est vraiment sur ses plus bas. Donc ça veut dire que pour lui, les marchés n'ont pas peur. On n'est pas dans une incertitude, on n'est pas dans quelque chose qui fait basculer le marché dans la peur, dans la volatilité. Donc c'est assez étonnant quand même à voir. Et derrière, bah voilà, comme je l'ai dit en intro, en fait, les marchés, t'as l'impression qu'ils ont plus peur des chamailleries de Trump entre, par exemple, Trump et Musk que des guerres quoi, qu'on peut avoir entre deux pays. Après, il peut y avoir pas mal de conséquences à qui peut arriver. Vous voyez, un abonné en tout qui dit quand l'Iran décidera de fermer le détroit d'Ormuz, on verra les réactions des marchés. Et ça, c'est vrai. Je pense que si on a l'Iran qui ferme, donc le détroit qu'ils ont, où il y a pas mal de pétrole qui passe, pas mal de liaisons au niveau commercial qui passe, bah là, ça, on aura une réaction au niveau des marchés. Parce qu'en fait, les marchés, ce qu'ils regardent vraiment, j'ai l'impression, c'est plus l'impact économique concret par rapport au commerce que l'incertitude géopolitique qu'on peut avoir et les tensions géopolitiques. Donc on est dans un moment un peu... J'ai l'impression vraiment qu'on marche sur des œufs. J'ai l'impression on est sur une crête de montagne. À tout moment, on peut basculer d'un côté comme d'un autre. Et là, le problème, c'est qu'on est ultra dépendant de ce qui se passe, quoi, au niveau des news, au niveau de ce que prend comme décision Trump, comment va évoluer le conflit, est-ce que ça va plutôt partir en guerre commerciale, en guerre tout court, ou ça va s'atténuer. Ça, c'est très compliqué en fait à prédire. Du coup, derrière, on a BTC, donc il a bien rebondi, donc ça c'était hier, mais depuis, il a ravalé sa baisse, mais oui, il a bien rebondi sur les 106 000. C'est ce que je vous avais parlé dans mon tweet d'il y a la dernière vidéo, donc il y a quelques jours. Vous voyez, le but c'était de rebondir sur les 106 000. Il dit que c'était le haut du range et le ruban que je regardais pas mal pour éventuellement rebond, mais surtout, regardez, on avait énormément d'indications vers les 111 000 dollars ici. Et depuis, du coup, ça a été encore pire. Regardez ça. On a énormément d'indications qui ont été accumulées. On va les voir après, mais on est à plus d'1 milliard d'indications sur les 111 000. C'est juste énorme. Et derrière, en plus de ça, hier, on avait les fundings, les gars, en négatif. En négatif. Alors de peu, mais on les avait quand même en négatif. Donc ça veut dire, rappelez-vous, les fundings, ça veut dire qu'on a plus de gens qui shortent, qui longuent le marché. On a plus de gens qui parient à la baisse que de gens qui parient à la hausse sur le marché.
Ça veut tout dire. Ça veut dire que les gens ont peur, ça veut dire que la majorité pense à une baisse du BTC, c'est pour ça que ça short beaucoup. Et du coup, on a un joli short squeeze à aller chercher. Le problème de ce short squeeze, c'est que tu sais jamais quand il va partir. C'est-à-dire que là, il est en train de partir, il pouvait très bien continuer à partir, aller chercher les 111 000 avec les fundings qui étaient négatifs, mais comme on l'a fait hier, on pouvait très bien voilà, venir corriger et revenir plus tard chercher le short squeeze. Du coup, dans cette logique-là, j'ai quand même essayé un petit trade. Là où je suis con, c'est que j'aurais dû se rentrer sur la structure en H4 qu'on avait hier au matin, mais vu que j'étais pas devant les écrans, bah, je ne l'ai pas vu. Et derrière, du coup, je suis rentré plus tard avec un stop loss à 5 000. Du coup, je me suis fait sortir là durant la matinée. Bon, c'était assez short. Derrière, j'ai pas mis une grosse position, donc c'est pas ultra grave. Mais derrière, c'est vrai que là, j'étais trop gourmand et en fait, ce serait à refaire. Bah, j'aurais juste dû attendre, être plus patient et attendre une meilleure entrée pour entrer et pas me dire, bon, vas-y, même si les funding en vrai ils sont négatifs et qu'on a beaucoup d'liquidations dessus et que du coup, on a quand même pas mal de chances d'aller chercher le short squeeze, c'est quand même toujours une mauvaise idée de se précipiter sur une bougie verte comme ça. Enfin bref, on ira voir tout ça au niveau des datas. Avant de passer sur les datas et sur les graphiques que je vous montrais avant, un petit giveaway, tiens, pour remonter un peu le moral, là, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de giveaway, ça fait plaisir. En plus, il n'y a rien à faire, vous pouvez participer super facilement. En gros, c'est Tom Hammer qui fait de l'art, vous voyez, et il fait des sculptures en Bitcoin que je trouve trop stylé. Alors, vous voyez, il y a un petit Mario, par exemple, il y a un petit Pokémon, là, il a fait un Bulls, du coup, c'est le nouvelle collection qu'il a fait. Alors, je ne suis pas payé pour parler de ce giveaway, je ne suis pas payé pour le giveaway, c'est juste que je trouvais l'idée trop cool, et ça me fait plaisir de mettre en avant ce genre d'artisan comme ça, français, qui fait ce genre de sculpture, qui a un bon concept derrière. Et en gros, il m'a proposé de vous faire un giveaway et vous avez une sculpture à gagner. Alors, ça fait pas énorme, mais c'est quand même 250 $. Donc, si vous participez au giveaway, mais en plus, il n'y a pas énormément de participants, donc il y a peut-être moyen de gagner. Vous avez juste à liker, remplir le formulaire. Vous avez juste à mettre votre adresse mail et ajouter sur les réseaux pour pouvoir participer. Et derrière, vous pouvez remporter une petite figurine comme ça. Moi, personnellement, j'en ai pris une, la petite figurine de Bulls, qui vaut à peu près 250 $, qui est du coup fait par lui. Et derrière aussi, il y a un ETH qui est dissimulé sur les 99 exemplaires, parce qu'en fait, c'est une collection qui est limitée à 99 exemplaires. Et sur ces 99 exemplaires, il y en a une des sculptures qui détient un ETH. Du coup, tu peux remporter. Du coup, derrière, bon, bonne chance pour gagner l'ETH, parce que du coup, il faudrait gagner le giveaway. Et en plus de ça, gagner du coup 1 sur 100 la sculpture qui a l'ETH. Mais bon, c'est quand même faisable. N'hésitez pas à aller voir sur son site son parcours et les sculptures qu'elle a fait. Je trouve ça plutôt cool. Allez, on passe sur les graphes. Alors, j'ai quelques-uns à vous passer. Déjà, on commence avec les crevettes. Et ouais, les gars, on parle pas de montée de la physique de crevettes de skinny, mais on parle des crevettes sur BTC. En gros, les crevettes sur BTC, ça représente tous les wallets en dessous de 1 BTC. Donc, de 0 à 1 BTC. Donc, c'est plutôt les petits wallets. Alors, petits wallets, tout est relatif parce que 1 BTC, ça fait quand même 100 000 balles. Donc, c'est les wallets de 0 à 100 000 qui sont quand même assez nombreux. Derrière, ce qui est intéressant avec ce graphique-là, c'est qu'on voyait forcément qu'à chaque bull run, on avait une explosion de ces wallets. On l'a vu en 2017, en 2021, même si 2021 était moins que 2017. Mais depuis 2021, on a vraiment une baisse qui est assez flagrante, vous voyez, et on n'a pas refait de plus haut par rapport à 2021. Et de loin, vous voyez, on fait que des plus bas à chaque fois, quoi. On n'arrive pas à faire de nouveaux plus hauts sur cette stat-là. Donc, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'adresses qui détiennent moins de 1 BTC. Et donc ça veut dire plusieurs choses. On en conclut 3 choses. Soit l'engagement des retail est bien plus faible, signe d'un manque d'intérêt. Et ça, je pense que c'est la raison principale. On le voit clairement que les retail, les particuliers, sont beaucoup moins présents sur le marché. Moi, je le vois avec les stats de mes réseaux, que ce soit Twitter, YouTube. On n'a jamais eu un BTC aussi haut, mais on n'a jamais eu aussi peu de gens intéressés sur les cryptos en termes de particuliers, quoi. Et même si vous regardez plutôt les réseaux en globalité, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si vous avez connu 2021 2017. Alors, 2017, on commence à voir l'intérêt des particuliers, mais on n'avait pas énormément de contenu sur les réseaux. Mais 2021, c'était vraiment fou l'intérêt des particuliers qu'on avait. Et là, on est encore hyper loin de ce niveau-là, quoi. Et parce que je pense que les particuliers sont plus centrés sur les altcoins, et du coup, tant que les altcoins ne pètent pas, ils vont pas forcément revenir sur le marché. Ensuite, les autres explications qu'il peut y avoir, c'est que certaines adresses sont parvenues à dépasser du coup les 1 BTC. Donc en fait, elles disparaissent des adresses de moins de 1 BTC. Et les dernières, c'est les ETF qui ont atterri un certain nombre d'investisseurs off-chain et du coup qui ont fait retirer ces investisseurs de moins de 1 BTC. Mais je pense que ouais, la vraie logique par rapport à cette baisse-là de ces adresses, c'est plutôt la première par rapport au manque d'intérêt des particuliers. Le deuxième graphe que je vais vous montrer, c'est le manque de liquidité. On manque de liquidité actuellement. Alors, à prendre avec des pincettes là aussi, parce que c'est la supply des stablecoins. Et la supply des stablecoins, c'est plus une conséquence qu'une cause par rapport au prix du BTC. C'est-à-dire que si BTC monte ou si BTC descend, enfin le marché même crypto dans sa globalité, on va avoir de plus en plus de stablecoins qui vont être créés parce que la demande va augmenter par rapport au prix du marché qui monte. Mais derrière, parfois, ce qui est intéressant aussi, c'est voir quand on a la supply des stablecoins qui augmente fortement et que les cryptos n'ont pas encore pété. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare et on a les gens qui achètent des stablecoins pour se positionner sur les cryptos. Et pour l'instant, c'est vrai que la supply des stablecoins est plutôt, vous voyez, en mode stagne, quoi. On a bien monté, vous voyez, vers la fin d'année et là, depuis janvier,
On n'est pas en baisse, on n'est pas en montée non plus, mais on est sur un point où on stagne tranquillement, on prend notre temps, un peu comme on avait ici en fait vers été 2024. Et en vrai, c'est même pas étonnant parce que l'été, je l'ai souvent dit, mais l'été c'est assez calme. En fait, on a tout le temps le sell in May, go away, les gens vendent en mai, et puis après derrière, ça calme durant l'été parce qu'en fait l'été c'est pas là où les investisseurs sont présents sur le marché. Du coup en général le marché est plutôt calme, que ce soit sur les marchés traditionnels ou même BTC, et c'est plutôt vers la fin d'année où là ça reprend très fort, vers septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on peut avoir cette supply des stablecoins là qui continue à se calmer tranquillement et qui fait pas grand chose et qui reprend assez fort pour la fin d'année. Un peu comme on a eu au final en 2021. Alors c'était moins prononcé, mais ouais, en 2021, regardez, on avait explosé au niveau de la supply des stablecoins, et dès qu'on est arrivé, vous voyez, vers juin, juillet, août 2021, donc vers l'été, et bah oui, c'était un petit peu calmé. Alors, on était quand même bien remonté comparé à ce qu'on a ici, mais ouais, on était sur quelques mois où c'était plus calme que ce qu'on avait avant et après, quoi. Et le dernier tweet que je voulais vous passer, c'est plusieurs indicateurs que je trouve très intéressants. C'est 3 indicateurs qui me font dire qu'on va aller plus haut. Bon, comme d'hab, c'est les indicateurs à prendre avec des pincettes. On n'est jamais sûr à 100% qu'un indicateur va nous donner à 100% la bonne indication, mais c'est quand même intéressant de combiner plusieurs pour voir un peu ce que ça nous donne au global. Et on s'aperçoit qu'au niveau des prises de profit, on n'est pas trop mal, vous voyez. En gros, ça, c'est le graphique qui nous montre donc les prises de profit sur BTC, que ce soit en positif ou négatif. Et souvent, du coup, quand on a des prises de profit en positif, c'est souvent un signe qu'on se rapproche d'un top de marché, parce que voilà, beaucoup de gens prennent des profits. Donc, plus on a des prises de profit qui sont importantes, plus le marché va avoir tendance à former un top pour corriger et éviter que tout le monde prenne des profits, que tout le monde gagne, quoi. Et on le voit très bien, vous voyez, durant le premier top qu'on a fait en avril 2024 ici, où on a un pic de prise de profit qui a été assez énorme. Pareil pour le top qu'on a fait en janvier, fin d'année, début d'année 2025, où on a eu pareil un énorme pic des prises de profit. Et là, vous voyez, ce qui est super intéressant, c'est que là, on reprend donc une tendance haussière, on reprend un nouveau plus haut quasiment, et on se retrouve avec un prise de profit qui sont vraiment faibles, quoi. On se retrouve sur le même niveau que ce qu'on avait ici ou ici, et du coup, on n'est pas sur les niveaux qui sont élevés, on n'est pas sur les niveaux de top au niveau du marché. Attention, c'est du moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir un petit top à court terme et corriger pendant plusieurs semaines. Mais par contre, sur le top, au niveau plutôt sur quelques mois, on n'est sûrement pas sur un top de quelques mois qui va ensuite faire corriger pendant jusqu'à la fin d'année, quoi. De ce point de vue-là, on est plutôt sur un top qu'on pourrait avoir en fin d'année avec des prises de profit qui continuent à monter. Attention par contre, vous voyez, les prises de profit, ça monte très très vite. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques semaines et quelques mois, vous voyez, on peut très vite monter de on n'est pas beaucoup en prise de profit à pas mal. Vous voyez, par exemple, ici, on est passé de octobre-novembre à pas grand-chose à décembre-janvier où c'était au plus haut, quoi. Donc en l'espace de 2 mois, on peut avoir ces prises de profit qui explosent fortement. Indicateur à surveiller. Le deuxième, c'est le coût moyen des holders à court terme. Bon, cet indicateur, je suis un peu moins fan, je trouve un peu moins précis, mais il fonctionne un peu comme ce qu'on a avec, par exemple, les rubans. Alors, c'est pas la même chose au niveau de la donnée en elle-même, mais ça marche à peu près de la même façon. Ouais, quand on passe en dessous, c'est qu'on est vraiment sur les zones en général de bottom, comme on l'a ici, comme on l'a ici, comme on l'a ici. Inversement, quand on passe dans le rouge ou orange, ouais, on est souvent sur les zones de top. Donc là, on est plus proche d'une zone de top qu'une zone de bottom. Mais derrière, de nouveau, vous voyez, on voit qu'on n'est pas pour l'instant en surchauffe. On a encore un peu de marge avant d'aller chercher l'orange et encore plus loin avant d'aller chercher le rouge. Et surtout, il faut prendre en compte que quand le marché monte, les courbes aussi vont monter avec. Et du coup, ça va être décalé aussi un peu plus haut dans le temps. Le dernier indicateur que je vais vous passer, alors, assez connu, je le passe souvent, MVRVZ Score, qui a fait un rebond quand même assez impressionnant. Lui, il nous montre vraiment alors, les zones de surchauffe du marché. Et en général, c'est ça qui marche plutôt bien. Ouais, à chaque top qu'on fait de cet indicateur, souvent on est sur pareil, top de marché, nouveau là pareil, top au niveau de l'indicateur, on est souvent sur un top de marché. Et là, du coup, on a fait un rebond qui était quand même assez puissant, hein, parce que vous voyez, juste le rebond qu'on a fait là, on a pu récupérer la moitié de l'indicateur. Mais derrière, de nouveau, un peu comme le premier indicateur que je vais vous montrer, on est encore loin, vous voyez, d'un rebond de surchauffe qu'on a eu en fin d'année 2024 ou même en mars-avril là 2024. Et du coup, pareil, on a encore de la marge avant de trouver un top. Par contre, vous allez voir que dès qu'on va se rapprocher des 120, 130, 140 000, 150 000 dollars, là, par contre, on va être sur une zone de surchauffe où à tout moment, on pourrait faire un top. Donc, il faudra plutôt faire attention dans ces zones-là. Allez, je passe sur les datas plus court terme. Regardez ça en weekly. On a un peu de liquidation là qui se situe en dessous. Malheureusement, malheureusement, je sais pas, mais hier, ça n'était pas. On avait que les liquidations dessus. On n'avait pas trop de liquidations en dessous de nous. C'est apparu rapidement là durant la soirée parce que je pense qu'il y a pas mal de longues qui sont positionnées. Derrière, par contre, dès qu'on passe en un mois, elles sont quasi inexistantes. Vous voyez, il y a quasi rien parce qu'en fait, les liquidations dessus sont tellement énormes qu'elles prennent toute la couleur. Et juste, regardez les gars, le nombre de liquidations. Moi, personnellement, ça me choque. Je crois que j'ai jamais vu autant. Vous voyez, juste là, on a 82 millions. Là, 183 millions. Normalement, quand on est à 100 millions, c'est déjà pas mal. Et quand on passe à 200 millions, c'est vraiment rare. On le voit pas souvent. Là, 243 millions, les gars. Juste au-dessus, 176, encore au-dessus, 214, 215 millions, et ensuite ça continue, 100 millions, 64, etc., jusqu'en haut, ouais, encore 200 millions, jusqu'aux 112 000 dollars, donc jusqu'à la TH, un peu plus haut que la TH, ça continue.
Et donc, juste entre les 111 000 et les 112 000, on a voilà, un peu plus d'1 milliard de dollars d'indications en short qui nous attendent. Donc, on a un gros short squeeze à aller chercher. Après, la question, comme d'hab, c'est quand? Parce qu'en fait, on peut continuer à stagner un petit peu en dessous avant d'aller chercher le short squeeze. On n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite. Mais pour ça, ce qui est bien, c'est regarder les fundings. Alors, hier, les fundings, ils étaient encore mieux parce qu'ils étaient en négatif. Donc, ça veut dire qu'on a tout le monde qui shortait. Donc, c'était encore un meilleur moment pour aller short squeeze. Finalement, ça n'a pas été le cas. On a des fundings qui sont remontés. C'est assez rare de voir des fundings en négatif avec un cours qui baisse et du coup les fundings qui passent en positif. C'est-à-dire que les shorters avaient raison et le marché a donné raison à la majorité aux shorters. À très court terme, par contre. Mais bon, on reste quand même sur des fundings qui sont très très faibles. Hein. Vous voyez, 0,0069, ça reste très très faible. Donc on a un tout petit peu plus de long que de short, mais à tout moment, ça peut rebasculer en négatif. Les autres fundings aussi qui sont surveillés, alors pour l'instant, on a encore de la marge, mais c'est les funding rate heatmap. Donc par rapport à tous les altcoins, alors ils n'y sont pas tous, mais il y a quand même une bonne partie qui sont là. Vous voyez, on se met en un an pour voir un peu la surchauffe des altcoins. On voit qu'on en est encore loin comparé à ce qu'on avait en fin d'année. Là, on avait les altcoins qui surchauffaient pas mal dans le range. Ouais, là, on en a quelques-uns, à part le hype, le Fartcoin, etc., qui chauffent un peu. Le reste est tout vert bleu. Ouais, on est encore très loin d'avoir une surchauffe au niveau des altcoins. On a eu quelques petites vagues qui commencent à arriver là sur les altcoins vers mai, début mai, mais c'est très vite calmé. Et c'est vrai que pour l'instant, les altcoins, ils sont pas favorisés par le marché. On a eu un joli faux espoir là, avec la cassure de TH sur les 2008 qui pouvait nous relancer la partie des altcoins. Finalement, ça n'a pas été le cas. Derrière, franchement, faut focus ETH de toute façon, en tous les cas. Mais si ETH ne nous fait pas un nouveau break, il ne nous fait pas une performance face à BTC, une récupération de la dominance durant l'été, et ben en fait, il faut juste attendre septembre avec la baisse des taux d'intérêt qui devrait venir pour que là, les accueils prennent de la couleur. Et cet été, ça risque d'être plutôt calme. Bon, si on passe sur BTC, du coup, comme vous pouvez voir juste ici, donc on a notre belle bougie verte qu'on a fait hier, on a tout revalé à la baisse durant la nuit. Le but, donc c'est les 111 000 qu'on a ici, on a beaucoup d'indications. Le truc, c'est qu'à tout moment, en fait, on peut passer un peu de temps et accumuler l'indication dessus avant d'aller short squeeze, comme on peut très bien voilà, aller short squeeze directement ici. Après privilégier, moi je pense qu'on va plutôt privilégier aller chercher la hausse des 111 000 avant d'aller casser et faire des plus bas ici. Parce qu'on a tellement de liquidations à prendre que c'est beaucoup plus intéressant pour le marché d'aller liquider tous ces shorts-là avant d'aller plus bas et en fait donner raison aux shorts qui sont là. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tous les shorts qui sont positionnés sur ce mouvement et qui shortent le BTC, et ben, si le BTC vient corriger, vient à ce niveau-là, et ben, toutes les liquidations qui sont ici vont disparaître. Et tous les shorts vont prendre des profits et du coup, le marché va donner raison aux shorters, il va donner raison à la majorité, il va faire gagner beaucoup d'argent aux shorters. Et en général, c'est pas souvent ce qui se passe, quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut plutôt privilégier les 111 000 avant de privilégier plus bas les 100 000 $. Après, le problème aussi en tout ça, c'est bien sûr voilà, les tensions géopolitiques, les news macro, les news par rapport à Trump, ça c'est très difficile à prévoir et il suffit qu'il y a le conflit qui s'envenime ou qu'il y a un truc de trop qui se passe par rapport au commerce, je sais pas, il bloque le canal ou un truc dans ce style, on peut très vite se prendre une grosse bougie rouge et ça part à la baisse. Mais inversement aussi, à chaque désescalade du conflit, à chaque bonne news par rapport à un conflit comme ça, le marché va enlever de l'incertitude et va du coup reprendre des couleurs. Et c'est un peu le problème qu'on a dans ce genre de situation au niveau du marché, c'est que tu sais jamais dans quel sens ça va partir par rapport à ces news-là. Et ça, c'est juste pas possible à prévoir. Bon, derrière, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on a le ruban. Ouais, le ruban, il nous maintient là depuis quelques temps, quand même depuis le break de avril, les gars, à chaque fois, il nous maintient. Alors ouais, on était revenu s'appuyer une fois ici sur l'épaule tête épaule que je pensais qu'on avait cassé, finalement hop, on a pu rebondir de nouveau, on est dessus ici et là actuellement le bas du ruban, vous voyez, il est vers les 102 000 $. Donc là, même chose, hein, c'est toujours pareil, le ruban en daily, ouais, il nous fait vraiment il nous donne vraiment en fait la tendance et tant qu'on le tient, et ben on a la tendance qui garde au tiers. Le truc, c'est que c'est toujours pareil, le ruban en fait souvent ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre pas mal de marge par rapport au ruban et on va être assez loin du ruban et quand on va commencer à le retoucher plusieurs fois, et ben souvent c'est là où on passe en dessous et on inverse un peu la tendance. Et on le voit en fait à chaque tendance. Vous voyez, par exemple, c'est la même chose ici où on a assez de marge par rapport au ruban, puis dès qu'on commence à venir dedans, hop, on inverse la tendance et là on fait une tendance un peu de range, un peu lente. Et là, ouais, on a fait à peu près le même truc où tout le long on est bien monté. On était assez loin par rapport au ruban, on n'est pas revenu le tester, et là on commence à revenir le tester, et donc on pourrait avoir un truc où le marché se laisse couler un peu pour l'été, avec le passage du ruban en dessous en daily pour reprendre vers septembre. Ça c'est clairement faisable, mais entre-temps, à très court terme par contre, je pense qu'on ira d'abord chercher le haut que le bas, comme j'expliquais par rapport aux liquidations. Mais après, dernier truc qui est intéressant à regarder, bien sûr, c'est ce graphique-là que je vous parle depuis quelques temps, depuis pas mal de temps, où on a eu le rebond ici qui était parfait, que j'ai montré avec le RSI, le MACD. Et ouais, là, on a vraiment un petit temps de pause sur 3-4 semaines, là où ça se pose au niveau du marché. On a le RSI qui est quand même assez haut et qui dégonfle tranquillement, et le MACD, même chose. Donc, ce qu'il faut surveiller par rapport à ça, donc c'est bien sûr le ruban qu'on a en weekly, donc pas passer en dessous des 83 000 $. Mais bon, on a clairement de la marge avant de faire ça. Mais durant l'été, on peut très bien venir se poser dans le ruban pour ensuite remonter.
Et au niveau du récit, ce serait parfait parce que ça ferait une déchauffe du récit pour ensuite, hop, pareil, remonter. Après, ce qu'il faut surveiller, c'est le croisement du MACD. Il faut vraiment garder ce croisement bullish en place. Et même si on corrige, le truc, c'est que le MACD va commencer à chuter. Et le but, c'est de ne pas croiser et de juste remonter de cette façon. Ça serait parfait. Après, le MACD a beaucoup de temps de latence. Et en fait, on peut tranquillement baisser vers les 94 000 et hop, remonter par exemple, sans que le MACD croise. Ça, c'est clairement faisable. Donc, voilà, c'est 3 indicateurs à surveiller en weekly. Au niveau de la Bitcoin dominance, on est toujours entre nos 2 points. Alors, on est plutôt en train de monter que descendre. Voyez, on a notre rebond ici qui s'est fait. Et en fait, à chaque fois, on a bam, des faux espoirs, faux espoirs, faux espoirs. Et pour l'instant, on prend plutôt la direction d'aller faire un plus haut qu'aller faire un plus bas. Bon, c'est pas encore fait. Donc on patiente, mais rappelez-vous, hein, si on fait un plus haut par rapport à ça, BTC va reprendre la dominance. Et là, on est reparti avec une Bitcoin dominance qui continue à monter et les altcoins qui sont complètement mis de côté. Inversement, si on vient faire un plus bas ici, je pense qu'on pourra lancer un début d'alco season qui pourrait clairement se faire. Mais pour l'instant, du coup, tout ça dépendra pas mal de ETH et du Total 3. Enfin, le Total 3 qui, du coup, est juste la capitalisation de tous les altcoins en enlevant ETH BTC et qui est très corrélé à ETH, qui en général, quand ETH monte ou descend, ça va corréler le Total 3 qui va du coup corréler la Bitcoin dominance. Et pour l'instant, le Total 3, tant qu'il passe pas ce niveau, c'est la même chose. Tant qu'il passe pas ce point pivot qu'on a ici, quand il est venu tester pas mal de fois, vous voyez, juste là, et on s'est fait rejeter de nouveau là. Tant qu'il ne le passe pas, on n'aura pas d'alco season. Donc il faut vraiment attendre ça. Derrière, à court terme, on a des petites structures qui se font, mais bon, rien de bien fou. Le but, c'est vraiment d'attendre la reprise sur ce niveau et voir comment ça réagit. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Du coup, la dernière corrélation la plus haute qu'on peut aller trouver par rapport aux altcoins, c'est ETH. Et ETH, ça va, il n'est pas trop dégueu, il n'est pas parfait non plus. On a eu une autre break ici qui était magnifique, malheureusement ça n'a pas suivi. Derrière, on a vraiment eu le pire timing du monde, c'est-à-dire qu'on break sur ETH vers les 2008 et boum, direct après, la guerre qui fait tout chuter. Juste on prolonge pour plus tard. Derrière, ce qui est bien, c'est que ETH, il tient vraiment ses plus bas ici. Et en réalité, ETH, tant qu'il tient ces niveaux-là et il continue le range, c'est pas mauvais. Juste, il décale en fait son break pour plus tard. Après, derrière, ce qu'il faut vraiment pas avoir, c'est avoir une cassure de ça. Vous voyez, si là on a une cassure de ça, les altcoins vont encore plus perdre en dominance à sa BTC. Et là, ça va être encore plus compliqué. Et surtout, regardez ETH BTC, vous voyez, il tient, pareil, il se maintient dans son range qu'il a juste là. Et ça, pour l'instant, c'est très bon. Bon, après, pour parler un peu plus des altcoins, franchement, la plupart, c'est assez catastrophique. Ils continuent à baisser, ils continuent à perdre de la valorisation par rapport à BTC. Vous voyez, juste avoir par exemple Ether qui reprend quasiment ses plus bas qu'il a fait en avril. Et là, la majorité des altcoins, ils sont dans ce cas-là. Ils sont dans le cas où ils récupèrent leurs plus bas qu'ils ont fait en avril. Alors que BTC, lui, il est là-haut, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc à la fois, les altcoins, c'est dramatique parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est positionnés sur les altcoins et on perd pas mal d'argent. Enfin, on voit notre capital fondre en termes de dollars. Mais derrière, à la fois aussi, avoir des altcoins aussi peu capitalisés qui corrigent autant, c'est aussi des entrées qui sont juste les meilleures qu'on puisse avoir pour une prochaine hausse des altcoins. Mais il faut croire à la prochaine hausse des altcoins, quoi. C'est ça qui est dur. Mais bon, comme je l'expliquais, moi je suis toujours dans mon optique on va avoir une alco season pour la fin d'année avec les baisses des taux, avec les tensions qui vont se calmer. Et du coup, là, mon plan, il me reste plus qu'un mois pour mes villas dans l'immobilier à payer à la fin de ce mois. Et une fois que j'ai payé ça, je me focus uniquement sur les altcoins. Et après, c'est vrai que les altcoins, il y a juste les plus hype du début du bull run qui arrivent à bien se maintenir. Vous voyez, j'en parle souvent, mais BGB qui pour l'instant a une très belle base de consolidation et il n'a pas de correction supplémentaire par rapport à ce qu'il a eu avant, donc ça reste très correct. Il y en a un qui est complètement lunaire, c'est le hype. Non mais regardez ça, le hype, t'as l'impression qu'il connaît pas la baisse, quoi. C'est ouf, rebond de 300% en ATH les gars, alors que tout le marché est dégueulasse, quoi, surtout au niveau des altcoins. Et c'est pour dire à quel point le hype et hype en fait tout simplement et ça c'est un token. Si on avait eu une alco season et que les altcoins là s'envolaient, ça aurait été un token, il aurait fait tellement de performance, lui c'est abusé parce que pour qu'il performe comme ça dans un marché aussi pourri, dans un marché qui aurait été bullish, ça aurait été vraiment énorme. Et derrière lui, je pense que c'est un des tokens qui peut se hisser dans les plus grosses capitalisations d'ici la fin du bull run si on a une alco season. Et un autre qui est par exemple très solide aussi, TAO. Alors on a eu un joli rebond, derrière il consolide un peu, bon c'est moins propre que ce qu'on a sur le hype ou le BGB, mais on est quand même sur une charte qui n'est pas ultra dégueu. On reste quand même sur un gros niveau de range et on n'est pas sur une correction de moins 80% qui n'arrive pas à se relever. Donc on a quand même quelques altcoins qui résistent plutôt bien. Et ça, c'est des altcoins qu'il faut vraiment surveiller parce que c'est des altcoins qui risquent de repartir le plus fort quand le marché va repartir. Ah, il y a un petit dernier point à route, le Link aussi, qui est pas trop dégueu, où pour l'instant, même si bon, il nous a pas fait un bull run pour l'instant de folie, il n'a pas une charte qui était catastrophique et qui garde quand même, qui se garde plus haut que les plus bas qu'il a fait durant les derniers mois. Donc pour tout ça, je finis avec le commentaire du jour de Corben qui nous dit il a fait du mal ce cycle, tout le monde veut augmenter son exposition à BTC au prochain cycle. Et c'est vrai que j'en parlais dans la dernière vidéo, mais mon objectif pour le prochain cycle, c'est plus d'accumuler des BTC que d'aller me stresser et perdre du temps et de l'argent sur les altcoins. Après, le piège dans ça, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que quand tout le monde
se dit ah BTC c'est mieux, bah en fait tu as souvent là où les altcoins pètent et quand tu as tout le monde qui est sur les altcoins, et ben c'est souvent là où bah, BTC va reprendre un peu le lead quoi. Et du coup c'est un coup à que ce cycle soit pas forcément un bon cycle pour les altcoins, mais que pour le prochain cycle soit excellent pour les altcoins. Mais bon, malgré ça, moi je reste toujours partisan sur le fait que les altcoins vont faire une performance pour ce cycle-là. Si on regarde chaque cycle depuis 2017, 2021, on a toujours eu un moment dans le cycle où les altcoins ont pété, et ça a toujours été le moment où le marché était le plus désintéressé des altcoins. Et du coup là pareil, je prends le pari que les altcoins ils vont péter pour la fin d'année, le moment où les gens seront assez désintéressés des altcoins et que les particuliers ne seront pas revenus sur les altcoins, parce que durant tout le cycle, ça n'aura rien donné quoi. Bon ça c'est pour la psychologie. Après pour les choses un peu plus concrètes, ouais, il faut regarder tout simplement les baisses des taux d'intérêt, ça y joue énormément, et aussi les liquidités qu'on a, les cycles de liquidité qu'on a. Et on voit que là, au niveau des cycles de liquidité, là on voit qu'au niveau des cycles de liquidité, c'est pas forcément bon pour cet été, mais par contre à partir de septembre, ça reprend quoi, si on suit la logique des cycles. Donc voilà pour tout ça. Bon, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. N'hésitez pas à passer en inscription, comme d'hab, vous avez tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, votre chrono sur 10 km, tiens, ça m'intéresse. On croise les doigts là pour pas avoir une troisième guerre mondiale avec des bombes nucléaires qui pètent de partout et que les marchés se continuent à se stabiliser et à pas trop prendre cher par rapport à ce qui se passe dans le monde. Faites attention à vous, prenez du recul par rapport au marché. En vrai, là, c'est le meilleur truc à faire, surtout qu'il y a les beaux jours qui arrivent. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je dis à plus. Ciao!